Donc tout d'abord, merci à vous tous d'être venus cet après-midi pour une présentation principalement de la C200 à travers son utilisation et sa post-production. Avant d'aller directement sur la C200, comme vous avez pu le voir sur l'invitation, nous allons faire une petite introduction aussi des dernières nouveautés de la gamme Canon, donc notamment les séries XA et XF, donc sur lesquelles je vais revenir personnellement. Nous serons différents intervenants sur la journée. Il y aura donc mon collègue Thierry Presta, ingénieur avant-vente chez Canon France, sur la partie vidéo pro. Moi-même qui m'occupe donc de la distribution des produits vidéo pro en France et broadcast. Et nous avons deux intervenants externes, Fitzgerald Diego, réalisateur, chef opérateur aussi. Je le laisserai après se présenter de toute manière plus en détail, de façon à ce que vous puissiez percevoir dans quel univers il travaille. Et le deuxième intervenant est Stéphane Azouz, qui est donc d'IT et étalonneur, qui aura lui aussi l'occasion de rentrer, de se présenter plus en détail. Comme je vous le disais, on va démarrer donc cette session par une petite vue d'ensemble des nouveautés. Ici, un schéma qui illustre assez bien la gamme Canon, puisqu'il y a chez nous deux catégories donc, de produits, à savoir les gammes EOS Cinéma. Alors qu'est-ce qu'on met dans les gammes EOS Cinéma? Ce sont toutes nos caméras grand capteur, à base de capteurs super 35 mm. La première, que vous connaissez peut-être tous d'ailleurs, c'est la C300. C'était la première à inaugurer cette gamme. Ça a été ensuite complété par des C100, C100 Mark II, C300, C300 Mark II, et donc maintenant la C200, donc celle dont c'est l'objet de la journée. De l'autre côté, des caméras plus typées reportage, celles que l'on dit aussi être petits capteurs. Donc vous pouvez percevoir notamment les gammes XF100, 200, 300, qui sont des produits qui ont eu beaucoup de succès, notamment parce qu'elles étaient les premières caméras à amener du 4.2.2 sur des formats non propriétaires en enregistrement interne. Aujourd'hui, l'occasion pour Thierry et moi-même de vous présenter donc la relève, puisque la XF 400-405 préfigure d'une relève par rapport à cette catégorie-là. Et nous présenterons aussi donc, des produits d'entrée de gamme chez nous, mais pour autant professionnels, qui sont les XA11 et XA15. Pour cette partie, donc XA15 et XF 400-405, je vais laisser la main à Thierry. Et bon, je me permettrai peut-être des fois de compléter éventuellement. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Effectivement, je vais vous présenter donc en fait 4 produits. On va parler de 2 produits, mais en fait il y en a 4. XA15, XA11. En fait, le même produit, XA15, dispose de la connectique HDSDI. Donc là, on va vous parler de l'XA15. Donc il y a encore une demande relativement importante sur ce marché des petites caméras pour des utilisateurs qui recherchent déjà des prix attractifs, qui recherchent malgré tout des images de haute qualité, une connectivité audio professionnelle, ainsi qu'une facilité d'utilisation. Et la caméra XA15, pour préciser, vient en remplacement de la XA10, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Voilà, ici, quelques spécifications. Bon, on ne va pas les reprendre toutes dans le détail. Certaines en particulier, comme zoom optique 20 fois, un stabilisateur d'image 5 axes, un viewer orientable, 1,56 million de pixels, donc assez qualitatif et confortable en utilisation. Une plage dynamique de 600%, donc une plage dynamique qui permet d'avoir une bonne qualité d'image et qui permet aussi donc de faire du travail rapide, ne nécessitant pas forcément de post-prod derrière. Sur la poignée, on va retrouver la philosophie des matériels précédents, à savoir ici un petit projecteur infrarouge donc, qui va nous permettre de filmer dans le noir sur des courtes distances. La connectivité HDSDI, comme on l'a précisé tout à l'heure, et dans un souci de compacité, c'est ce qui a guidé aussi la conception de ce produit-là, une poignée détachable. Donc
Sur la poignée, on va retrouver la connectique XLR. Et si on veut s'en passer, on peut effectivement l'enlever et continuer à travailler tout à fait confortablement avec la caméra. Donc voilà, prise HDSDI qui ne sera pas donc présente sur le modèle XA11. XLR, donc 2 canaux mono, en tout 4 canaux avec l'entrée micro d'ambiance et la prise micro sur un jack 3.5. Et enfin, pour que vous ayez une idée, un aperçu de ce qui est donc proposé en standard dans le carton, vous l'avez là au centre, et la possibilité donc d'accessoiriser la caméra avec des filtres sur un diamètre 58 mm, un converteur télé, un converteur grand angle, batterie chargeur, etc. Donc une petite caméra complète, facile d'utilisation, qualitative, pour, comme disait Vincent tout à l'heure, pour du reportage par exemple. Alors je vous laisse éventuellement, si vous en avez le souhait, poser des questions en live. Hein. On va essayer de faire ça aussi de façon interactive si vous le souhaitez. Pardon ? Je suis plus dedans, si. Donc une nouveauté un peu plus majeure, puisque pour nous elle est importante. Succéder au XF 200, 300 et XF 100, c'est pas rien. Donc la XF 405. XF 405, alors effectivement, produit important en remplacement des produits que vient citer Vincent, mais aussi on change un peu de philosophie avec ces caméras-là. On change de philosophie parce qu'on va récupérer un certain nombre de fonctionnalités qui étaient juste là dédiées au matériel plus haut de gamme, voire au matériel EOS Cinéma. Vous voyez ici Dual Pixel AF, quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, sur des caméras comme la C300 par exemple, que l'on connaît aussi sur certains réflexes photo. Donc des fonctionnalités qui descendent sur ce genre de produit-là, avec tout ce qui va autour. Et on en reparlera peut-être un petit peu plus en détail, mais par la suite, par rapport à la C200 et par rapport au retour d'expérience de Fitzgerald et de Stéphane. Donc ce nouveau produit fait rupture par rapport aux anciens, parce que là, on n'a plus un capteur d'environ 1/3 de pouce, mais un capteur d'1 pouce, évidemment. On va, avec cette caméra, travailler sur du 4K, donc il nous fallait quelque chose de mieux défini. Il nous fallait aussi quelque chose d'un petit peu plus sensible et quelque chose d'un petit peu plus puissant. Donc un nouveau capteur CMOS 1 pouce, secondé par un double processeur Digic DV6, donc la dernière génération des processeurs, les mêmes types de processeurs que l'on va retrouver notamment sur la C200 dont on parlera tout à l'heure. Donc, pour faire du 4K, il nous fallait aussi une nouvelle optique, donc une nouvelle optique qui a été conçue pour cette caméra-là, grand angle 25 mm, un zoom optique 15 fois, des filtres neutres sur Tourelle motorisé, et surtout une stabilisation à toute épreuve, puisque on travaille là-dessus avec une stabilisation 5 axes. Donc pratiquement toutes les situations que vous pouvez rencontrer sont gérées par cette stabilisation. Ces deux slides sont l'occasion de rappeler quelque chose d'assez unique, puisque parmi les fabricants de caméras, nous sommes le seul à maîtriser toute la chaîne, à savoir depuis l'optique, les capteurs, les processeurs. Donc évidemment, dans le développement des produits, on fait en sorte que les choses soient homogènes. Comme on développe nous-mêmes nos optiques, on connaît leurs spécificités. On peut ensuite développer l'électronique qui va permettre de gérer les aberrations d'une manière optimum, puisque chaque optique génère des aberrations. Et donc voilà, c'est toute cette homogénéité dont on fait preuve déjà depuis un certain temps sur les gammes XF et qu'on va pouvoir retrouver sur la gamme XF 405. En fonctionnalité additionnelle, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, à 4 canaux. Là, on parle de zoom avancé 30 fois. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un zoom optique 15 fois. Zoom optique 15 fois, c'est en 4K. Zoom avancé 30 fois, c'est en Full HD. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait déjà en post-production. On va travailler en 4K et puis on va faire un crop dans l'image. Et le travail final sera rendu en Full HD. Ben là, ce travail-là va être fait directement par la caméra, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'intégralité du capteur 4K pour délivrer une image Full HD. Ce qui nous donne un zoom avancé de 30 fois, c'est-à-dire que jusqu'à 30 fois, on n'a pas de perte de qualité visuelle.
Comme des grandes sœurs, des boutons paramétrables, 5, un support de télécommande distante, RCV 100 ou autre, et donc les compléments optiques dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, grand angle et télé. Donc coefficient 0,8 pour le grand angle et 1,5 pour le télé. Donc en résumé, un nouveau capteur et des nouveaux processeurs, 4K UHD 50p, Full HD 100p, Dual Pixel CMOS, on y reviendra plus que largement, une dynamique de 800%, donc par rapport au BT709, une nouvelle optique, zoom optique 15 fois, zoom avancé 30 fois, grand angle, filtre neutre, compact, léger, prise XLR. Là aussi, la poignée est détachable, donc si on le souhaite, on va pouvoir l'enlever et on va pouvoir aussi, avec la poignée, travailler avec une petite torche infrarouge. Voilà, donc un capteur plus grand, plus de sensibilité, des processeurs nouveaux, un meilleur rapport signal-bruit. Donc une caméra qui va gérer beaucoup plus facilement encore les conditions de basse lumière. La fameuse dynamique, le WideAir Gamma, donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces courbes, BT709 notamment. Non? Oui? Bon, on reviendra peut-être aussi tout à l'heure, mais enfin voilà, par rapport au BT709, on applique une courbe un peu plus progressive qui nous permet d'écrêter beaucoup moins le signal, donc d'avoir par rapport à cette courbe 709, qui est un standard, 800% de gain. Là, c'est une erreur sur la slide, c'est 800% d'amélioration. Donc de meilleurs dégradés. 800% de dynamique. 800% de dynamique, pardon. Dual Pixel CMOS, on reviendra dessus. Cette partie-là, oui, comme je vais l'aborder un peu plus en détail sur la C200, qui est le sujet surtout du jour, je vais éviter de faire dans la doublette. Donc on va pouvoir voir que le Dual Pixel Autofocus offre différentes fonctions, différents modes, donc que l'on retrouvera effectivement aujourd'hui dans nos différentes gammes, que ce soit la XF405 ou la C200. Donc comme on va revenir dessus un petit peu après, on passe assez vite dessus. Un petit peu. Pareil, fonctionnalité qu'on verra sur la C200. Simplement, spécificité de la 405, c'est qu'on a une bague d'objectifs et ici un petit bouton qui va nous permettre de sélectionner soit le focus, soit le zoom. Et juste au-dessus, on le voit juste après, la touche pour faire basculer les filtres neutres. Avec l'autofocus, on a des priorités détection de visage, donc priorité visage, seul, priorité visage, priorité AF. Donc on peut implémenter dans la caméra. Le fameux zoom 15 fois optique ou 30 fois avancé en Full HD. Les filtres neutres. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est la même philosophie, la même façon de travailler mécaniquement que sur la C300 Mark II. C300 Mark II, elle a 5 filtres, là il y en a 3. Donc on va pouvoir travailler, ça c'est la philosophie qui prévaut pour Canon, c'est de travailler avec des formats non propriétaires. Donc sur cette caméra, des cartes SD qui vont nous permettre de travailler jusqu'en UHD à 150 mégabits par seconde. Voilà, et si on veut aller sur des qualités un petit peu supérieures, on peut toujours utiliser les sorties HDMI pour avoir du 4.2 10 bits notamment. HDMI ou SDI, absolument. Du slow motion, bien sûr, jusqu'à 100 frames, non croppé. Et la configuration de la caméra, alors ressortir du carton au centre avec pratiquement les mêmes accessoires que l'on peut avoir sur l'XA15, bon, à différence près des batteries qui sont un peu spécifiques sur cette caméra-là. Voilà donc pour la XF405 sur lesquelles, enfin ces deux caméras sur lesquelles nous sommes passés relativement vite, mais sur des fonctionnalités donc, sur lesquelles on va revenir. Pardon, je bégaye. Voilà, donc la XF405, donc dans la gamme reportage, qui est donc la nouvelle génération, qui chez nous arrive avec donc, des nouvelles tailles de capteurs, 1 pouce, bénéfice, sensibilité, dynamique, qui permet non seulement de faire évidemment de la Full HD, mais aussi du 4K. Ça, c'est ce qu'elle inaugure au sein de la gamme. La compacité, on l'a vu, je vous l'ai fait passer, ou ceux qui n'ont pas encore eu l'auront dans les mains, vous verrez que c'est un truc très compact.
et puis bon, une ergonomie qui du coup, avec sa poignée amovible, permet de s'adapter à différents besoins. Surtout un produit qui reste léger et donc facilement en reportage, très très commode à utiliser. Donc je fais une petite introduction avant de laisser la main à Fitzgerald donc pour la partie exploitation terrain et à Stéphane pour la partie post-production étalonnage. Un petit rappel, hein, comme je le disais tout à l'heure, la C200 c'est un produit donc, qui s'inscrit dans la gamme EOS Cinéma. Une C300 donc, qui était la première, c'est illustré dans bien des domaines, que ce soit la télé, le documentaire, de la fiction, du court ou même du long métrage. J'ai en tête la vie d'Adèle par exemple, qui avait intégralement été fait avec. La C200, elle se veut évidemment ciblée de par son ergonomie et son potentiel, ces marchés-là aussi, mais elle souhaite quelque part pouvoir proposer un peu plus à travers quelque chose sur lequel on va revenir un peu plus en détail, qui est le format Rollite, qui est donc quelque chose de nouveau, pas simplement pour Canon, c'est un peu nouveau aussi pour toutes les marques, d'avoir un produit dans cette gamme-là qui offre du RAW en interne sur un format non propriétaire, c'est pas quelque chose de commun. Et donc la C200 à travers ce Rollite qui s'ouvrira des perspectives plus étendues sur de la pub, sur du clip, de la fiction bien évidemment, dès lors qu'on aura besoin d'aller manipuler plus en profondeur les fichiers. La C200 étant une caméra à monture photo EF, la monture Canon, elle reprend donc sa compatibilité avec l'intégralité de la gamme photo, c'est-à-dire qu'on a 80 optiques photo compatibles donc avec la caméra. On parle de monture EF. La monture EF n'est pas simplement des optiques photo. Cela fait déjà quelques années qu'on déploie aussi des gammes d'optiques CineLens. Les premières avaient été notamment les zooms 30-300 et 14,5-60. Ce sont des zooms qu'on retrouve plus particulièrement dans les parcs de location, parce que pour se situer, ces optiques autour de 40 000 € hors taxe. Donc forcément, les loups plus qu'on les achète. Mais des optiques qui ont voilà, un rapport, malgré tout, performance-prix important. On a rapidement complété cette gamme à travers des optiques compact zoom. Donc là, plus compact, plus aussi dans la philosophie de la gamme EOS Cinéma, avec des ouvertures constantes. Donc un 15,5-47, un 30-105, des optiques qui plaisent beaucoup, elles aussi, en location. En parallèle de ces développements de zoom est arrivée une gamme de prime, donc de focale fixe, avec un 14, un 24, un 35, un 50, un 85 et un 135 mm. Particularité de notre gamme, c'est qu'on offre des ouvertures vraiment importantes, du T1.3 par exemple pour le 50 mm. Ça vous, pour ceux à qui ça ne parle pas, le T, ça équivaut à un f1.2 en photo. Donc des belles ouvertures, mais surtout un modelé spécifique à ce type d'optique. Évidemment, notre expérience broadcast, puisqu'on est aussi leader sur les optiques broadcast, c'est-à-dire celles que vous pouvez voir sur les caméras de télé, que ce soit celles portables ou sur les bords de stade à travers les box, comme on les appelle. Notre expérience broadcast fait qu'on a aussi développé une gamme ciné-cerveau. Donc ce sont des optiques là, cinéma motorisées. Donc le plus répandu est le CN7x17. Alors on le connaît plus souvent sous son petit nom, qui est le 17-120. Et c'est aujourd'hui l'optique motorisée la plus répandue dans tous les parcs de location et qui donc existe à la fois en monture EF comme en monture PL. Enfin, et c'est pas des moindres, quelque chose où on peut se sentir plus concerné, qui est donc la gamme compact cerveau. Ce sont là donc non plus des optiques à 35 ou 40 000 €, mais des optiques que l'on a développées avec un cahier des charges qui fasse qu'on puisse envisager leur financement, leur achat, puisque ce sont des optiques à 5-6 000 € en fonction du 18-80 ou du 70-200. Donc des optiques que souvent on gardera plus longtemps même que la caméra, qui sont évidemment des optiques 4K, mais je vais revenir dessus un petit peu après sur un ou deux slides pour vous expliquer en quoi le produit a été développé spécifiquement pour de la vidéo. Je reviens donc là sur la C200 par elle-même. Donc 3 points principaux. Les formats d'enregistrement notamment. Donc on a parlé j'ai parlé un petit peu du cinéma Rollite, qui est donc la nouveauté, là où on offre le plus grand potentiel, qu'on va pouvoir enregistrer en 50 ou en 60p. Mais il y a aussi un format compressé, de manière à pouvoir
prendre moins de place, qui va s'enregistrer là encore sur un format non propriétaire de carte, puisque ce sera de la SD card, donc qui est le format de compression MP4. Enfin, un point fort du produit, sur lequel je m'attarderai un tout petit peu dans ma présentation, ça sera le Dual Pixel Autofocus, parce que là, clairement, on met tout le monde d'accord au niveau d'autofocus, sur du gros capteur, j'entends évidemment, et j'aurai l'occasion même de l'illustrer. Sur ma partie, sur la partie la plus automatisée, on va dire, et Fitzgerald, lui, de son côté chef opérateur, vous évoquera de quelle manière les outils d'assistance et certaines fonctionnalités de la caméra l'ont séduit, lui qui est un opérateur professionnel. Donc quelques points clés, hein, je l'ai évoqué, donc le format Rolite en 4K DCI, en 10 ou 12 bits, suivant la fréquence d'image, qu'on soit en 25 ou 50 images par seconde. On va donc l'enregistrer sur des cartes CFast, donc je rappelle, format non propriétaire. Aujourd'hui, les cartes baissent en prix, les capacités augmentent. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir un peu dessus, puisqu'on aura un tableau qui vous indiquera donc les temps d'enregistrement qu'on peut escompter sur une carte avec ce format-là. Donc l'enregistrement en format compressé se fait donc sur carte SD card. Et l'occasion là donc de rappeler qu'on peut faire du 100 ou du 120 images par seconde en Full HD, que ce format, cette fréquence d'image s'obtient non pas à travers un crop, mais bien en travaillant sur l'intégralité du capteur. La dynamique autorisée par la C200, 15 stops. Alors, c'est simple, la C200 elle a un des plus beaux héritages qu'elle pouvait espérer, c'est ni plus ni moins le capteur de la C700. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, la C700, c'est la caméra qu'on a lancée l'année dernière, qui est une caméra aujourd'hui en gamme à 40-45 000 € une fois configurée. Donc un bel héritage pour démarrer. Donc c'est le même capteur, c'est pourquoi on arrive à obtenir la même dynamique et les mêmes sensibilités que l'on a sur une C700. Le autofocus, je reviendrai dessus. L'écran qui est donc tactile, pour ceux qui connaissent déjà les gammes précédentes d'EOS Cinema, que ce soit les C300, C300 Mark II ou C100, C100 Mark II, l'écran n'y était pas tactile. Et comme je l'évoquerai tout à l'heure à travers l'autofocus, ce côté tactile a un vrai intérêt, notamment dans l'exploitation. Là, juste pour ceux qui connaîtraient déjà les gammes précédentes, si vous avez en tête les premières générations de C300 par exemple, vous connaissez certainement le Canon Log. Donc évidemment la C200 reprend cette courbe. Elle reprend donc aussi le Canon Log 3 qui offre donc plus de potentiel en termes de dynamique, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder tout de suite parce que comme Stéphane va nous parler de la partie post-prod, on aura l'occasion de rediscuter de choses comme ça. L'autofocus. Alors, en fait, la caméra, elle offre bien des possibilités. Depuis le tout manuel jusqu'au full auto. J'entends par là, on a bien évidemment la possibilité d'utiliser des outils de mise au point comme le picking, elle l'a, comme toutes les caméras. Elle a aussi, Thierry, des outils d'aide à la mise au point. C'est après, ils sont pas dans... Voilà, je pense à ces outils-là. Là, on reste en manuel et on va avoir un outil. Et Fitch, je crois qu'il y aura peut-être moyen de l'illustrer tout à l'heure. Ça, voilà. Donc ça, c'est un outil qui est très commode, notamment dans certaines circonstances de tournage en extérieur, puisqu'il est très visuel et donc très facile à cerner. Nous, en fait, les indicateurs nous indiquent si on est front ou back focus, l'idée étant d'être focusé. On a donc ensuite des modes push AF, voilà, on appelle le point et on est en suit en manuel. On verra qu'on a des modes d'assistance, c'est-à-dire qu'on reste en manuel, mais la finalisation du point se veut assistée. Je crois que Fitch l'évoquera tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus là-dessus. Et ensuite, on a des modes continus. Donc là, au choix, soit on définit un collimateur qu'on va pouvoir positionner dans 80% de la zone du capteur, ce qui est donc très large, ou bien on se met dans un mode tracking, merci Thierry, un mode tracking où donc tactilement on va pouvoir définir le sujet dont on veut faire le point, et le collimateur va suivre le sujet dans le point, donc même s'il se déplace dans l'espace.
Au niveau, donc, oui, slide là, évidemment, toutes ces aides, bah, c'est bien de pouvoir aussi les adapter à ses besoins, notamment dans la rapidité de l'autofocus. Donc, moi, je vais vous illustrer tout à l'heure une expérience que j'ai eue donc, il y a une quinzaine de jours sur le trophée Andros. Je passe parti un week-end et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelques images avec la C200 et d'essayer. Donc, je vais pouvoir vous l'illustrer tout à l'heure. Donc, on va pouvoir régler la rapidité de l'autofocus dans sa réaction, mais on peut aussi régler la réponse, c'est-à-dire son temps de réaction. Lorsque vous êtes dans une interview, le sujet il marche vers vous ou quoi, et vous êtes tellement focusé justement sur votre sujet qu'à un moment donné, quelque chose passe dans le cadre, mais vous ne voulez pas que l'image se mette à pomper. C'est sur le temps de réponse que l'on va jouer. C'est pour expliquer un peu la fonction. Donc, dernière solution par rapport à tout ce qui est de mise au point, c'est de le gérer à distance. Donc, dans ce cas-là, il suffit de se connecter à travers un smartphone, une tablette, peu importe, il suffit juste d'un browser Internet. Et là encore, peu importe le browser, que ce soit Firefox ou Internet Explorer ou Safari, peu importe. Dans ce cas-là, vous accéderez à une page qui est celle-ci, où vous avez quelques fonctions accessibles de la caméra, mais surtout un Live View qui vous permet tactilement de gérer votre point aussi. Donc là, justement, les images dont je vous parlais. Donc dans un premier temps, les premiers exemples se font autour du mode tracking. Donc vous le verrez, on a essayé aussi de filmer l'écran pour montrer justement qu'on voit bien le collimateur qui suit le sujet. Donc là, si tu peux lancer la lecture. On remet. Là, voilà, on voit à droite le collimateur qui suit le véhicule. J'étais donc là le lendemain au 70-200, donc avec un collègue. Et voilà, l'occasion de pouvoir jouer du zoom. Donc là, plutôt avec le mode collimateur au centre. Et donc dans ce cas-là, on se concentrait à garder le collimateur sur le sujet et à gérer le zoom en fonction du plan qu'on souhaitait. Voilà, j'ai fait en sorte que, enfin, on a fait en sorte que ce soit pas le plus simple possible, puisque bon, on a travaillé à pleine ouverture de l'optique aussi. Voilà, on n'a pas cherché à se mettre dans la facilité. On a cherché aussi à aller chercher du 200 mm. Donc c'était avec le compact Ciné Cerveau, le CNE 70-200. Voilà, on était au 200. On voit qu'à un petit moment, il y a un petit décroche, mais tout de suite, c'est très vite rattrapé. Voilà, c'est une manière d'illustrer la capacité de l'autofocus de cette caméra qui est jusqu'à présent, enfin qu'on ne trouvait pas jusqu'à présent dans les caméras grand capteur. Oui, puis si je peux me remettre, je crois qu'il est à préciser que tu as travaillé avec des batteries qui ont remarquablement bien tenu. C'est clair, effectivement, sachant qu'il faisait -16 ces jours-là, je suis parti avec une petite batterie d'origine et une grande batterie. Et effectivement, j'ai eu besoin que de la demi-charge de la grande batterie. Je m'attendais à autre chose parce que je pensais que par -16 la batterie allait fortement chuter. Hein, voilà, à un moment donné, j'ai pas voulu prendre trop de risques, mais j'ai été agréablement surpris. Alors, c'est vrai que les batteries Canon sont pas les moins chères du marché par rapport à voilà, mais en l'occurrence, leur fiabilité et leur autonomie et la manière dont elles se comportent dans des conditions comme ça font que on comprend un peu mieux pourquoi elles valent leur prix. Je te laisse oui, donc expliquer ça, Thierry. Oui, pour reprendre le flux d'enregistrement. Donc ce nouveau capteur 8 méga, presque 9 mégapixels, ce nouveau double processeur Digic DV6 pour ensuite choisir d'enregistrer soit en cinéma roulite, encore une fois, ça sera développé tout à l'heure,
sur carte CFast, soit sur carte SD au format MP4 jusqu'à 150 mégabits par seconde. Donc un débit qui est quand même conséquent et qui offre une qualité vidéo excellente. Il est à noter que bien sûr, sur ce type d'enregistrement, lorsque l'on travaille en Rolite, on peut enregistrer en simultané un proxy sur carte SD. Donc un proxy qui lui sera délivré à 35 mégabits par seconde. Oui. Alors, la caméra est dotée d'un slot CFast et de 2 slots SD. Le Cinema Rolite donc, va nous permettre d'enregistrer du 4K, du vrai 4K, et donc un proxy en 2K, 35 mégabits par seconde, au débit de 1 gigabit pour le 4K, quel que soit le système de fréquence. Le workflow, alors le workflow, notre petite caméra, on va pouvoir sortir, comme on l'a dit, en MP4 ou en Cinema Rolite. Le Cinema Rolite va nous permettre d'aller développer, enfin, le petit pavé en rose, c'est le logiciel Cinema Raw Développement, logiciel pour développer les vidéos RAW, qui est disponible sur le site Canon, tout à fait libre. Et donc ce logiciel va nous permettre d'obtenir, de développer des fichiers, de les transformer en DPX, ProRes, enfin des formats de fichiers qui vont nous permettre d'attaquer derrière des logiciels d'édition ou d'étalonnage. Mais on va pouvoir également travailler sur les prises 3G SDI et HDMI de façon à attaquer soit un moniteur externe, soit pourquoi pas un petit enregistreur externe pour avoir des qualités en quantification supérieure 422 10 bits par exemple. Voilà, donc Canon Cinema Raw Développement est valable bien sûr pour la C200, mais pas que, puisqu'en fait il permet de travailler également avec les fichiers RAW délivrés par la C300 ou la C700. Et enfin, ça ne se limite pas à cela, puisque Canon travaille très activement avec les éditeurs pour pouvoir offrir une compréhension native beaucoup plus rapide au sein des logiciels, comme Premiere Pro, Media Composer, Grass Valley, DaVinci Resolve, pour lesquels on a déjà une prise en charge au travers d'un plugin. Donc certains sont déjà activés dans les logiciels, d'autres sont en cours et devraient arriver relativement rapidement, mais ça c'est la part travail faite par les éditeurs eux-mêmes. Le prochain qu'on attend notamment c'est Adobe, avec, de manière à ce que Premiere intègre directement le Rolite, donc pour vous éviter la phase de, entre guillemets, de passage par le Canon, par le Cinema Raw développement de software. Donc ça c'est prévu pour début d'année 2018. On peut estimer autour du NAB, c'est-à-dire le NAB il a eu lieu en avril, donc c'est à peu près une échéance qu'on peut avoir en tête. Voilà, et ce qui nous attend aussi pour le premier trimestre 2018, c'est un encapsulage supplémentaire, un encapsulage MXF, qui n'est actuellement pas encore implémenté, mais qui le sera au travers d'une mise à jour firmware tout simplement. Donc premier trimestre. Je reviens sur les specs machines en tant que telles, donc filtre ND, donc comme sur la C300 Mark II, 5 filtres ND, 2, 4, 6, 8, 10 stop, roue porte-filtre, une double roue porte-filtre, motorisée. Et pour fixer un petit peu les choses, je vous ai indiqué ici, sur le pavé de haut, par rapport à ce nouveau format qui est le Cinema Rolite, combien de temps on peut enregistrer sur une carte de 64 Go par exemple? 5 minutes. 256 Go, 30 minutes. Il est vrai qu'on est sur ce type de flux à un flux de 1 gigabit par seconde. Donc 125 mégaoctets, un truc comme ça. Alors évidemment, vu comme ça, les temps d'enregistrement paraissent courts. Si on met ça en rapport avec ce que l'on a sur, non pas le format Rolite, mais l'Euro par exemple qu'on enregistre sur l'enregistreur codex d'une C700, on est sur un rapport de 1 à 3, 1 à 5 suivant le type d'image. Donc on est du coup beaucoup plus léger par rapport à ce RAW-là. Le but c'est quand même de ne pas perdre le bénéfice du RAW.
tout en ayant un format qui prenne moins de place. Heureusement, les cartes évoluent en capacité et leur prix aussi. Donc maintenant apparaissent effectivement les 256 Go, ce qui offre à partir de là 30 minutes d'autonomie. Voilà, on arrive à des choses un peu plus convenables. Et puis on va commencer à apparaître des 512. Donc oui, ça va s'améliorer bien sûr. Mmh. Oui, ça c'est les données qui nous sont données par le constructeur, par Canon, effectivement. Après, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas il y a la par partie rapport au formatage. Voilà, c'est ça. Il y a le formatage, la mise en place système quand on formate la carte, oui, absolument, qui prend un peu de place. Bon. Bien évidemment, sur carte SD, un débit largement inférieur, on peut aller jusqu'à presque 2 heures de film à 150 mégabits en 4K. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, les lecteurs de cartes, enfin, il y en a. Après, c'est la connectivité du lecteur de cartes. Mais nous, on utilise personnellement pour décharger nos cartes un lecteur SanDisk à 30 € qui est en USB 3. Voilà. Après, on peut monter en gamme dans les lecteurs, mais c'est pas Canon. Vu que le format n'est pas propriétaire, c'est de la CFast, et que Canon n'est pas propriétaire de ce format, on peut trouver des lecteurs qui, en fonction de ce que l'on souhaite comme connectivité, permettra peut-être d'aller plus vite. Mais là, c'est plus dans le choix du lecteur. Ce que je veux dire, c'est que même avec un lecteur très abordable, voilà, on a le bénéfice de l'USB 3 et donc ça décharge quand même relativement vite. Après, c'est plus la rapidité de la carte dans la lecture que vraiment aussi comment dire, le lecteur lui-même. En termes d'autonomie batterie, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On voit que sur la batterie standard, on est à plus de 2 heures. Et sur la batterie grande capacité, 280 minutes. Donc on a quand même de quoi venir. Pour aller avec une C200, c'est un outil à vraiment étudier. Je vous invite à venir après la manipuler. Ce compact ciné-cerveau, enfin ces deux compacts ciné-cerveau, parce que le 1880 il est sorti il y a 1 an et demi. Le 70-200 il vient fraîchement d'arriver chez nos partenaires. Et du coup, avec ces deux optiques, on va pouvoir couvrir donc une plage focale de 18 à 200 mm, voire même un peu plus, puisque on a la capacité de mettre sur le 70-200 l'extendeur 2 fois. Thierry, je veux bien la suite. Donc avec l'extendeur 2 fois, on obtiendra un 140-400 mm. Les points communs de ces deux optiques sont à la fois, évidemment, que ce sont des optiques 4K. À l'heure actuelle, c'est juste nécessaire. Ça couvre le super 35 mm. Que c'est donc motorisé en zoom comme en focus. Elles sont stabilisées à ouverture constante. C'est une ouverture à T4.4, ça équivaut en photo à un F4 pour vous situer. Le point important là-dedans, c'est que du coup, on va avoir des plages focales par rapport à une optique photo beaucoup plus importante aussi, puisqu'on a 18-80 à comparer par exemple à un 24-70. Ça offre beaucoup plus de polyvalence. C'est en monture EF, donc du coup, je veux bien que tu passes sur la suite. Voilà. Oui, donc c'est en monture EF. Non, on revient un peu. C'est en monture EF, donc du coup, ça va sur toute la gamme EOS Cinéma et sur nos boîtiers. Le grip ici qui s'appelle ZSGC10, on l'aperçoit, c'est pour ça que je voulais vous la mettre de profil. On l'aperçoit ici, donc c'est une option qui permet, même si l'optique est de base motorisée, elle permet de récupérer une souplesse à travers son rocker, donc d'avoir une évolutivité dans le zoom. Donc quelque part, de se rapprocher de l'ergonomie qu'on avait l'habitude sur des caméras plus broadcast. On va ici pouvoir travailler avec les 3 bagues, focus, zoom et iris. Donc on est non plus... Donc l'avantage par rapport à une optique photo, c'est qu'on n'a plus de phénomène de crantage, vu qu'on va pouvoir travailler directement avec sa bague d'iris. Même si on est en full manuel, parce qu'évidemment c'est compatible avec l'autofocus, mais je vais arrêter avec mon autofocus. Même en full manuel, la rotation de la bague a une démultiplication beaucoup plus importante. Là où une optique photo va avoir 50-60 degrés à peu près, on est ici à 120-130 degrés. Donc du coup, on est beaucoup plus précis dans son point.
L'optique est pour autant très, très légère. Je ne sais pas si on en a une à faire circuler. Ah, bah, y en a une qui circule, là, voilà. Donc vous pourrez voir qu'effectivement, c'est tout à fait cohérent, et c'est ça que je voulais dire au début, c'est que c'est cohérent avec la philosophie d'une C200. C200, ça c'est un produit qui est très compact, qui est léger, qui est mobile, et là typiquement, avec un 1880 ou un 70-200, on ne vient pas rompre ça. Au contraire, on vient améliorer et amener encore plus d'ergonomie. À savoir que cette poignée, comme elle utilise la même rosette que la poignée de la C200, on va même pouvoir la positionner en lieu et place ici. Donc dans certaines, si on veut vraiment avoir une utilisation à main levée, par exemple, on pourra préférer la mettre là, parce qu'au niveau de la balance, au niveau de l'équilibre, on sera beaucoup plus judicieux. Donc, oui, pardon. Oui, non. Bah, parce qu'il doit y avoir des phénomènes après de vignettage. Ouais, c'est une question de formule optique, donc on a des altérations d'image avec le 1880. Et puis, voilà, après, 1880, comme on a le 70-200 qui permet de prendre la suite. Voilà. Non, mais en fait, c'est plus une question de vignettage à la base. C'est une optique qui n'est pas développée comme une optique photo, c'est une optique qui est développée pour faire de la vidéo. J'entends par là que on n'aura pas de phénomène de pompage lorsqu'on joue sur le point, la stabilisation. Enfin, c'est une optique faite, voilà, réfléchie pour de la vidéo, pas simplement pour faire une prise nette à un instant T, comme l'est une optique photo qui se veut hyper réactive, certes, mais pas forcément souple et constante comme l'est un 1880 ou un 70-200. Et il y a surtout cette bague de diaph, et dès lors qu'on a goûté au fait de ne plus avoir le crantage, bah, c'est un vrai atout. On aurait pu, effectivement, puisqu'on a, si on veut aller par là, j'imagine que vous pensez sur le fait qu'il y a un f2.8 qui existe en photo. Après, ça aurait été aussi le coût de l'optique. Là, l'idée, c'est aussi d'avoir une constance dans l'ouverture entre le 1880 et le 70-200. Voilà. Donc, et c'est surtout au final le coût, parce que si on avait mis un 2.8, on aurait mis des lentilles plus grosses, plus lourdes, plus chères. On aurait nuit à l'équilibre aussi parce qu'on aurait alourdi l'optique. Si vous comparez un 70-200 2.8 ou un 70-200 f4, ils n'ont pas du tout le même poids. Donc, et là, typiquement, l'idée, c'est de garder ça, c'est de garder ce qui était bon dans le 1880 déjà, d'avoir un produit léger. Voilà. Alors, ce petit slide pour effectivement dire que, comme maintenant Canon n'est plus le seul fabricant à proposer des caméras à monture EF, donc on en remercie nos petits copains, bah, voilà, c'est une optique qui va pouvoir travailler effectivement sur la gamme et au cinéma, mais on pourra très bien l'adapter sur des produits concurrents, que ce soit avec ou sans bague type Metabone. Donc, bah, merci à eux. Voilà. Ah, une petite parenthèse pour vous remercier d'être venu aujourd'hui. Sachez qu'il y a une offre spécifique mise en place avec Visual Impact, donc c'est un effort conjoint permettant d'avoir donc une remise de 650 €. Là, pour les participants à ces journées, enfin à cette journée, donc de la session de ce matin et de cet après-midi, donc c'est une offre qui sera valable jusqu'au 29 décembre. Ça vous laisse 2 semaines pour réfléchir si vous aviez éventuellement songé à un investissement. Voilà, c'est spécifique, c'est pour vous remercier d'être venu.